Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeur Ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle de la valorisation des bourses et du non-coté. Avec cette question, c'est une question, on n'a pas encore la réponse. Est-ce qu'il y a une déconnexion ou pas entre les valorisations des marchés boursiers et du private equity? Bonjour à tous les deux, Raphaël et Emmanuel. Bonjour. Bonjour David. Alors, je me tourne vers vous, Raphaël. On va commencer par la bourse, ce qu'on connaît le mieux. On est en bear market, il n'y a pas de débat, on est en bear market. Les marchés actions perdent partout entre quoi, 15, 20, 25% à peu près depuis le début de l'année. Donc on imagine évidemment que les valorisations se sont largement dégonflées. On peut quantifier déjà un peu les choses, mettre des chiffres derrière tout ça? On peut quantifier effectivement, quand on regarde les valorisations, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, elles ont baissé, c'est une certitude. On va parler de 20-25% de baisse. Donc on est effectivement reparti vers une dynamique baissière. Quand on regarde des graphes de long terme, on est néanmoins relativement cher toujours. On est proche des moyennes historiques, en particulier aux États-Unis, où peut-être même on est au-dessus. Donc un marché qui a corrigé au niveau des valorisations, mais qui n'est pas encore nécessairement pas cher. Voilà. Ce qui a peut-être moins corrigé, quand on regarde l'équation un petit peu de valorisation des marchés, ce qui a moins corrigé, c'est les attentes de résultats du marché. Les attentes de résultats des entreprises restent optimistes. La croissance bénéficiaire, on attend toujours de la croissance bénéficiaire. En même temps, ce n'est pas normal puisqu'il n'y a pas de récession. Tant qu'il n'y a pas de récession, il n'y a pas de raison d'avoir une baisse des profits, non? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de récession. Maintenant, le marché se projette traditionnellement. Ouais. Et dans ces estimations des résultats des entreprises à venir, on reste relativement optimiste. On va parler peut-être de 5% de croissance en 2022. Il n'y a pas eu vraiment de modification à la baisse. Donc les marchés restent optimistes. On peut se poser la question d'ailleurs à tort ou à raison, de rester optimiste sur la suite en disant il n'y aura pas de récession, il n'y aura pas de crise bénéficiaire et donc... Alors, si vous pensez qu'il n'y aura pas de récession et que la décélération économique due au resserrement monétaire ou au retour de l'inflation sera légère, alors effectivement, peut-être qu'on peut être optimiste. Le consommateur, jusqu'à présent, a fait son travail de consommer. Il a accepté de payer ces hausses de prix systématiques qu'on a vues à peu près partout dans l'industrie. Et dans ces conditions, peut-être qu'on pourrait imaginer que les résultats des entreprises se maintiennent à des niveaux élevés. La version moins optimiste du même argument, moins sympathique, c'est de considérer qu'on arrive à un moment où le consommateur s'essouffle. D'ailleurs, les indices de confiance du consommateur le montrent, ils sont au plus bas. Son revenu disponible diminue parce que l'inflation est telle que les hausses de salaire ne compensent pas ces hausses de prix. Et donc, dans ces conditions, on peut imaginer que le consommateur va probablement moins consommer sur le deuxième semestre, moins consommer l'année prochaine, et ses attentes de résultats pourraient être révisées à la baisse. Donc, des multiples qui ont baissé, certes, mais un risque baissier supplémentaire si ces attentes de résultats étaient amenées à être corrigées. Donc, des valorisations des bourses et des actions qui ont baissé parce que les cours ont baissé, et tout ça sur fond de hausse de taux. C'est aussi ces hausses de taux d'intérêt qui amène à une espèce de repricing, de revalorisation, encore une fois, des titres. Tout à fait. Donc, quand on regarde comment le marché se positionne et agit, on va regarder une dimension multiple de valorisation. On en a parlé, elles ont baissé 20-25%, et une dimension résultat des entreprises. Or, les multiples de valorisation, ils sont très liés finalement à cette dynamique de taux d'intérêt. Le marché escompte des flux de trésorerie futurs des entreprises qui la composent, et il escompte à quel taux? Au taux d'intérêt actuel. En l'actualisant. Voilà. Et donc, quand le taux monte, naturellement, la valeur actualisée de ces flux de trésorerie baisse, ce qui explique ces baisses de multiples. Bon, là c'est pour les marchés actions. Emmanuel, il est là, mais c'est son tour maintenant. C'est intéressant parce que autant c'est facile de parler valorisation, puisqu'il y a l'offre rencontre la demande, il y a un cours tous les jours sur les actions, autant sur l'autre côté, sur le private equity, on se pose la question, est-ce qu'il y a aussi un phénomène similaire de correction aussi sur les valorisations? Est-ce que ça baisse aussi dans une moindre proportion? Et comment vous faites, puisque ce n'est pas coté, pour l'estimer? C'est pas au dos mouillé, évidemment. Alors c'est un peu plus compliqué effectivement, et c'est moins lisible. On en parle moins, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la valorisation des marchés et moins pour ce qui est non coté private equity. Oui, et parce qu'une transaction effectivement private equity prend 3 à 6 mois, c'est le résultat effectivement d'un grand travail qui arrive effectivement à un pricing. La dynamique est différente, on n'est pas dans l'immédiateté, on est effectivement sur un marché qui a un fonctionnement un peu différent.
qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder, il y a un indice qui s'appelle l'indice Argos, qui effectivement regarde les multiples effectivement, sur longue période. Il existe depuis 2004. Et donc, c'est un des éléments qu'on peut suivre. Et ce qu'on a vu quand on regarde ça, c'est qu'en fait, au deuxième semestre 2021, on a perdu quasiment 15% au niveau des multiples, alors que la bourse montait. Au début d'année, premier trimestre, on gagne 10% sur les multiples. Il passe de 10 fois. Donc, il y a une décorrélation entre... EBITDA. Comment c'est possible qu'il y ait une décorrélation? C'est lié au temps? C'est lié à... En tout cas, on passe de 10 fois à 10,8 fois. Ouais. Je pense qu'au Q2, effectivement, l'autre chose qu'on peut regarder, c'est le volume de transactions M&A. Ouais. Quel est le volume, effectivement? Parce que si à un moment, il y a un disconnect au niveau des prix, c'est-à-dire les acheteurs ne sont plus prêts à payer les prix du passé, mais les vendeurs sont restés sur un logiciel un petit peu d'hier, la transaction peut soit se faire à un prix décoté, soit éventuellement ne pas se faire. Si elle ne se fait pas, il n'y a pas de prix, effectivement. Ouais. Et là, effectivement, c'est différent, on n'arrive pas à lire. Donc sur un an, on note quoi? Sur un an, Emmanuel, on note une baisse de 15% des niveaux des prix sur les transactions. Oui, alors qui était lié effectivement à la période Covid, qui était encore très présente il y a 6 mois. Début d'année, on sort d'Omicron, les valorisations repartent et l'optimisme repart. Ouais. Puis arrive l'Ukraine, l'inflation, la disruption des supply chains. Donc tout ça est en train d'être intégré. Et ce qu'on voit effectivement dans le volume des transactions M&A qui a baissé de 25% en même temps sur le premier trimestre. Mais en même temps, on voit des corporates, des entreprises qui elles-mêmes sont en train de faire des transactions. Elles ont une trésorerie souvent très bonne, parce que depuis 2 ans, elles ont travaillé leur trésorerie. Voilà. Et aujourd'hui, elles ont les moyens et elles font leurs emplettes, parce que c'est le bon moment aussi d'acheter des entreprises éventuellement un peu fragilisées, avec du private equity qui est un peu moins actif, qui se pose des questions. Il y a une valeur liquidative, j'imagine, théorique ou pas, sur les fonds de private equity. Comment ça se passe, encore une fois, parce qu'il y a cet indice que vous avez évoqué, mais il y a aussi vous-même, quand vous répertoriez et vous quantifiez la valeur, et vous mettez un prix sur la valeur de vos participations. Alors il y a une méthodologie, effectivement, qui est mondiale aujourd'hui, avec des organismes qui ont défini des guidelines. Donc il y a 2 organismes, l'organisme des investisseurs institutionnels qui s'appelle ILPA, et un organisme spécialisé dans la valorisation de private equity qui s'appelle l'IPEV. Ces guidelines, effectivement, sont appliqués par les gérants de private equity, sont beaucoup corrélés au marché. Donc on regarde le cours spot au moment où on fait notre valorisation. Avec les marchés boursiers. Ouais. Mais on fait des moyennes sur le passé, sur le futur, sur différents secteurs, sur différentes sociétés. Il faut trouver des sociétés comparables. C'est difficile de trouver des sociétés comparables. Souvent, nos sociétés mid-cap n'ont pas vraiment d'équivalent, ou les équivalents sont de plus grande taille. On fait des moyennes de tout ça. C'est à dire d'experts, en fait. Donc, il y a un expert, évaluateur, qui applique plusieurs méthodes. Ce n'est pas une valeur de marché, ce n'est pas une valeur qui permet de sortir du fond, c'est une valeur qui vient d'une estimation. C'est une estimation, quelque part. C'est comme si vous vouliez, effectivement, évaluer votre bien immobilier. Vous faites venir un expert qui prend en compte beaucoup de critères, les met tous ensemble et effectivement arrive à une valeur. On fait ça tous les trimestres. Effectivement, ces valorisations sont publiées et souvent revues par un évaluateur externe pour s'assurer qu'effectivement la méthodologie a bien été appliquée. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que de manière structurelle, la valorisation du private equity, elle est moins volatile? C'est quelque part la contrepartie de l'absence de liquidité qui permet d'avoir encore une fois des valorisations qui sont, je ne sais pas si c'est le mot lissées dans le temps et moins brutales que ce qu'on peut avoir quand l'offre et la demande se rencontrent sur les marchés listés, les marchés actions. Alors, elle est moins volatile parce qu'effectivement, elle fait l'objet de plusieurs méthodes qui sont ensuite moyennées. Et donc, ça permet de lisser un petit peu. Deuxième élément, elles sont faites que tous les trimestres pour la plupart des fonds de private equity. Et donc, au 30 juin, la prochaine, c'est le 30 juin, le temps de la finaliser et de la publier, elle sortira mi-août. Donc, il va y avoir un décalage de 6 semaines. Donc, là encore, par rapport au marché boursier, effectivement, un décalage. Bon, maintenant, question pour vous deux. Chacun a été dans son couloir et c'est intéressant parce que chacun est expert sur son sujet. Après, on voit bien que, je parle sous le contrôle des deux là, mais que la correction sur les valorisations, elle existe des deux côtés. Elle n'est pas sur le même timing, elle n'est pas de même ampleur entre le côté et le non-côté. Comment il y a une ébauche d'explication, Raphaël, là-dessus? Vous avez dit un mot intéressant, c'est ce mot de liquidité. Effectivement, peut-être une différence entre le private equity et les actions en bourse, c'est que les actions en bourse vous permettent de rentrer et sortir à votre guise. À tout moment. Ouais. À tout moment, pour plus ou moins la taille que vous souhaitez. Et cette liquidité, elle a un coût, déjà. Ce coût se répercute probablement dans les valorisations d'une part, et puis cette liquidité aussi, elle permet ces grands mouvements de balancier de marché, ces grands excès, on le dit beaucoup,
Les marchés financiers sont souvent très court-termistes, ils sont obsédés par le court terme, vous savez, les résultats du prochain trimestre, du second trimestre. Chez Tikehau Capital, on essaye de s'affranchir de ce court-termisme, on essaye de regarder autant que faire se peut, regarder sur des temps longs, à travers les cycles, 5-10 ans. Mais cette faculté de court-termisme que les marchés financiers listés ont, ça provoque aussi des excès. On parle souvent de fondamentaux des entreprises qui sont déconnectés de leur prix ou de leur valorisation de marché. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on voit souvent sur le marché actions listées. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Ça permet d'avoir des opportunités. Oui. Et dans un marché comme celui-là aujourd'hui, qui est un marché qui inspire méfiance, et chez Tikehau Capital, on est globalement méfiant et prudent, on voit néanmoins beaucoup de dislocations, d'excès. On revient à cette idée de fondamentaux déconnectés un petit peu de la réalité et des prix du marché correspondant. On voit des opportunités. C'est donc aussi des marchés d'opportunités. On doit pouvoir réinvestir sur des entreprises de très belle qualité qui ont été trop décotées dans cette grande vague de vente récemment. Si les marchés boursiers corrigent trop, est-ce que, Emmanuel, le private equity, lui, ne corrige pas assez? Avec l'idée qu'on pourrait aller vers une convergence, peut-être, encore une fois, des valorisations. À la fin, ça va converger. Oui, mais à la fin, on sera tous morts, disait Keynes. À la fin, ça va converger. Et au début, effectivement, private equity, structurellement, n'a pas de vendeur forcé. On peut toujours, effectivement, décider d'attendre 6 mois ou 1 an pour vendre un actif, là, parce qu'effectivement, on n'a pas ces retraits de la part des fonds qui forcent, effectivement, le gérant, de temps en temps, à sortir de certaines actions. On n'est pas forcé, mais effectivement, est-ce que dans 6 mois, je vais avoir une valorisation meilleure que celle d'aujourd'hui? Peut-être pas. Et dans ce cas-là, j'ai peut-être intérêt, effectivement, à quand même accepter, effectivement, cette vente. Deuxième chose, quand je rentre dans une action, c'est effectivement sur un temps long. Pour le coup, je ne regarde pas à la semaine, à la journée ou au trimestre, effectivement, je regarde. Il y en a qui regardent sur les actions, qui regardent tous les jours. Private equity, c'est 4 à 7 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, mon équipe de management sera celle qui, effectivement, va sortir gagnante de la période de 5 ans qui s'ouvre ou pas? Et si je le paye éventuellement 5 ou 10% un peu cher par rapport à la bourse, sur 5 ans, effectivement, est-ce que c'est grave? À la fin, effectivement, quand même, le retour que j'escompte va tenir compte de la profitabilité des entreprises. Donc, effectivement, de l'impact que vont avoir le prix de l'énergie, le prix des matières premières. C'est les attentes de croissance pour les années à venir. Et là encore, effectivement, on va se retrouver assez vite, effectivement, sur toutes ces réalités. À quel moment on l'anticipe et est-ce qu'on l'anticipe de la bonne manière? Effectivement, les marchés boursiers réagissent immédiatement et très vite. Non, mais il y a cette idée ou pas que les marchés boursiers surréagissent et que le non-côté, entre guillemets, sous-réagit. L'un corrige trop vite, trop brutalement et l'autre peut-être pas assez. Et chacun a sa logique d'ailleurs. Je pense que l'un corrige tout de suite et l'autre, effectivement, attend un peu plus d'avoir des preuves de ce qui va se passer, essaye de comprendre, travaille un peu plus et à un moment, ça s'ajuste, effectivement. Bon voilà, merci à tous les deux en tout cas pour cet échange sur cette déconnexion apparente, puisqu'en fait voilà, c'est plus compliqué que ça entre les valos de la bourse et du private equity. Merci à tous les deux et Valeurs Ajoutées revient évidemment la semaine prochaine, ici chez vous sur Boursorama.